Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous allons parler ensemble d'une figure historique que beaucoup de Français connaissent car elle est présente dans des places, des rues, des lycées, des collèges. Il s'agit de Ferdinand Foch. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite piqûre de rappel s'impose pour les plus novices d'entre vous. Donc le Ferdinand Foch est né en 1851 et meurt en 1929. Il est l'un des principaux dirigeants militaires de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Vers la fin de la guerre, il est nommé maréchal de France, qui est le poste militaire le plus élevé. Et il est aussi nommé chef de l'armée alliée sur le front de l'Ouest. Enfin, il est l'un des architectes de la signature de l'armistice en 1918. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons commencer. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les figures historiques comme le maréchal Foch sont de plus en plus utilisées dans la vie commune et surtout dans la politique. Et il est important que l'histoire vienne remettre de l'ordre et s'assure que la vérité soit dite et ne soit pas justement déformée. Je vais vous montrer que l'histoire n'est pas figée, bien au contraire, qu'elle évolue et la vision de ces personnages historiques change en même temps que l'histoire et l'historiographie. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot historiographie, c'est juste la manière dont on étudie un personnage historique ou un événement historique. Donc avec cette vidéo, on va à la fois présenter, je vais à la fois vous présenter le personnage du maréchal Foch et en même temps la manière dont on faisait de l'histoire lors de la Première Guerre mondiale et aujourd'hui. Donc pour commencer, l'ascension militaire de Ferdinand Foch est tout à fait normale. En effet, il commence par entrer dans l'école polytechnique et il est ensuite affecté en 1873 au 24e régiment d'infanterie à Tarbes. Plus tard, en 1913, Ferdinand Foch devient général de corps d'armée. Durant son ascension militaire et ses études, Ferdinand Foch développe une doctrine basée sur l'attaque à outrance et ça tombe bien. Un an plus tard, il va pouvoir la mettre à exécution vu que la Première Guerre mondiale est déclarée. C'est durant la bataille de la Marne que la citation la plus connue du maréchal Foch est prononcée. Pressé fortement sur ma droite, mon centre cède. Impossible de me mouvoir, situation excellente, j'attaque. Donc cette citation montre bien la pensée militaire du maréchal Foch qui est un vrai offensif. Par la suite, donc cette même victoire est une victoire pour la France car elle stoppe l'avancée allemande dans le territoire, même si le mot victoire est tout à fait relatif car les pertes s'élèvent à plus de 220 000, c'est donc une victoire très cher payée. Bien que le maréchal Foch soit associé à cette victoire lors de la bataille de la Marne, toutes ces opérations et toutes ces offensives n'ont pas eu le même succès. En effet, certaines de ces opérations ont été de sanglants échecs et ont coûté la vie à de très nombreux soldats. Et plus tard, lors de l'après-guerre, dans le but d'ériger le Ferdinand Foch en héros national, ces batailles vont être très peu étudiées. Dans ces batailles, on peut citer par exemple la bataille de l'Artois qui est un échec et qui en plus coûte la vie à plus de 60 000 soldats. Un peu plus tard, durant la Première Guerre mondiale, une autre bataille viendra entacher l'image de Foch. Cette bataille, c'est la bataille de la Somme, qui est l'un des plus grands massacres de cette guerre. En effet, elle coûte la vie à plus de 400 000 Britanniques, 200 000 Français et 400 000 Allemands. Durant cette bataille, on reproche au général Foch notamment son manque d'éthique vis-à-vis de la condition et de la vie humaine. Et les états-majors alliés remettent en cause cette stratégie d'offensive à outrance. L'étude des batailles et des stratégies militaires est donc le premier temps historiographique. On pourrait appeler ça de l'histoire-bataille. Donc cette histoire-bataille, on pourrait comparer ça à une page Wikipédia actuelle avec juste marqué les mouvements de troupes, les dirigeants et les pertes. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse absolument pas aux masses et aux simples soldats. Dans un second temps, cette historiographie va se complexifier et va s'intéresser à l'aspect diplomatique en plus de l'aspect militaire. Sous la pression de l'offensive allemande du 21 mars 1918, les Alliés sont obligés d'unir leurs forces. Sous l'impulsion du président du Conseil français Georges Clemenceau, c'est l'équivalent du Premier ministre actuel, Ferdinand Foch est nommé à la tête des armées alliées du front de l'Ouest.
La mise en place de cette armée unifiée, avec à sa tête le général Foch, crée des tensions. Et comme très souvent en histoire, ces tensions sont entre les Français et les Britanniques. En effet, les Britanniques n'acceptent pas qu'un général français gouverne des généraux britanniques. Par conséquent, Georges Clemenceau, pour affirmer le pouvoir du général Foch, va le nommer maréchal de France. Malgré la nomination du général devenu maréchal Foch à la tête des armées alliées, des tensions subsistent et elles sont portées notamment par les Anglais. Ces tensions portent sur le rôle des armées à aller au combat. Une citation exprime très bien ces querelles, c'est celle du général Wilson, donc un général britannique, qui se plaint du maréchal Foch au Premier ministre britannique, M. Lloyd George. Les Français ne se battent pas du tout et les Américains ne savent pas comment se battre. Donc tout retombe sur nous. Ces propos sont un peu exagérés malgré une certaine réalité, notamment sur le fait que l'armée britannique se bat énormément et que l'armée américaine n'est pas énormément entraînée, ce qui entraîne des complications dans les combats. Lors de l'armistice de la Première Guerre mondiale, tous les signataires sont des militaires, à l'exception du représentant du gouvernement allemand. Pour ce qui est des représentants français, ils sont tous sous les ordres du maréchal Foch. En plus, c'est lui qui dicte une grande partie des principaux termes de cet armistice qui est, rappelons-le, strictement militaire. Pour ce qui est du traité de paix, il faudra attendre 1919 et le traité de Versailles. Dernier point, cet armistice est signé à Rotonde, dans le wagon-restaurant du train blindé du maréchal Foch. Après ce que nous venons de dire, nous pouvons clairement définir un second temps historiographique. Celui-ci commence après la Seconde Guerre mondiale et mêle d'un côté le secteur militaire et de l'autre le secteur diplomatique. Et on peut voir que Ferdinand Foch illustre très bien ce changement historiographique. L'héritage des deux temps historiographiques a donc forgé une mémoire collective qu'on appelle le roman national. Le maréchal Foch est une figure majeure de la Première Guerre mondiale. On peut même le qualifier de symbole du roman national français. Le roman national est un récit de l'histoire de la nation, mais c'est un récit biaisé par une vision fortement patriotique. Ce roman national met donc en valeur les héros français. L'héritage du maréchal Foch se perpétue encore aujourd'hui avec la présence de plusieurs centaines de plaques de rues à son nom. Des statues à son effigie sont aussi érigées dans toute la France. La plus connue est à Paris, sur la place du Trocadéro. Des squares, des lycées portent aussi le nom du maréchal dans toute la France, comme à Rodez. À partir des années 1970, il y a un tournant historiographique. En effet, une nouvelle historiographie voit le jour. Celle-ci s'attarde plus sur les aspects sociaux et délaisse l'histoire des grands chefs qui a déjà été traitée dans le passé. Cette nouvelle historiographie s'intéresse au simple soldat, donc sa manière de combattre et son quotidien. Dans un second temps, elle va s'intéresser à des questions secondaires, comme par exemple le rôle des femmes dans les combats ou l'organisation de l'arrière sans les hommes. C'est le début de l'histoire scientifique que l'on étudie actuellement. Cette vision de l'histoire se définit uniquement par les faits, et le travail des historiens est plus spécialisé. Enfin, l'histoire vise à être la plus objective possible. Au fil du XXe siècle, l'historiographie a donc énormément changé, passant d'une historiographie militaire très spécialisée sur l'histoire bataille des grands chefs, qui était faite depuis plusieurs siècles. On est passé, après la Seconde Guerre mondiale, à un second temps historiographique qui mêle à la fois militaire et politique. Enfin, dans un dernier temps, l'historiographie s'est intéressée aux masses plutôt qu'aux leaders militaires. Ce changement historiographique s'accompagne d'une remise en question ou du moins d'une nuance de ce qui avait été fait auparavant. Par exemple, pour ce qui concerne Ferdinand Foch, avant la Seconde Guerre mondiale, il était considéré comme un héros national, il l'est toujours, mais maintenant, la société et les historiens savent très bien qu'il n'aurait pas pu gagner ces batailles sans les soldats qui étaient sous ses ordres.
En plus, le génie militaire du maréchal Foch est de plus en plus remis en question car, tout simplement, il n'a pas eu que des succès et sa doctrine de l'offensive à outrance a coûté la vie à énormément de soldats. Je terminerai par le mot nuance qui est le mot le plus important en histoire car tout n'est jamais tout blanc ou tout noir ou un général militaire n'est jamais soit totalement victorieux soit totalement perdant. Et justement, comme nous venons de le voir, le maréchal Foch a été un excellent exemple pour illustrer ce changement historiographique et l'évolution qu'a connue l'histoire entre la Première Guerre mondiale et aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore devant la vidéo et qui me regardent, merci beaucoup. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Vous pouvez poser aussi des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.